un rapide petit tour de table pour vous dire un petit peu qui est présent aujourd'hui et qui va intervenir durant ce premier webinaire. Voilà. Alors, pour commencer, je vais vous parler très brièvement de Break Poverty. Donc, nous sommes une organisation dédiée à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Notre mission depuis notre création en 2017 est de bâtir des solutions pour qu'un enfant pauvre ne devienne pas un adulte pauvre. Donc, c'est-à-dire des solutions vraiment pour enrayer le déterminisme social en agissant directement sur ces causes avec des programmes de recherche où on va vraiment, avec des études, aller comprendre quelles sont les causes de reproduction de la pauvreté et des programmes d'action pour agir très concrètement, très directement et faire évoluer les politiques sociales sur ces sujets. Et donc, c'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, que nous travaillons depuis 2020 sur la question du mentorat pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance et depuis fin 2023, avec vous, auprès des départements directement. Je vais y revenir juste après. Et donc aujourd'hui, pour ce webinaire et globalement dans cette mission, je suis bien sûr accompagnée de Nadège Malti, qui est notre chef de projet qui pilote toute cette mission auprès de vous, département, appuyée par Rémi Goldman et Marion Granger, qui sont nos deux chargés de projet sur ce sujet. Et je vais laisser la parole au collectif Mentorat, qui va également intervenir, qui va pouvoir se présenter. Bonjour, merci Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas Viennot, directeur du collectif Mentorat, et je suis accompagné d'Alexis Bottelier, qui est chargé de partenariat et d'animation de la communauté de nos membres. Le collectif Mentorat, c'est une structure tête de réseau qui réunit 75 organisations sans but lucratif qui portent, développent, déploient des programmes de mentorat pour les jeunes en difficulté. Alors, il va longuement être question du mentorat lors de ce webinaire, donc Alexis va être amené à en donner une définition. Mais voilà, sachez que le cœur de métier du collectif Mentorat, c'est de soutenir le développement du mentorat en accueillant en son sein toutes les organisations qui proposent des programmes de mentorat social tournés vers les jeunes en difficulté. On leur propose des moments de partage de pratiques, on leur propose des ressources, on leur propose tout un outillage qui doit leur permettre d'aller vers des programmes de mentorat de qualité, sachant que notre autre mission principale est d'avoir à mener des actions de plaidoyer, de communication pour rendre le mentorat plus visible et donner envie à davantage d'acteurs de se mobiliser, que ce soit des jeunes pour être mentorés, n'importe quel citoyen pour devenir mentor, ou plus largement des futurs partenaires qui peuvent être des partenaires publics ou des partenaires privés qui vont aider nos organisations membres à déployer leur programme. Et donc, depuis l'année dernière, depuis un peu plus d'un an maintenant, on travaille aux côtés de Break Poverty Foundation pour faciliter le déploiement du mentorat tourné vers les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Merci Nicolas. Nous serons également accompagnés de Natacha Rosa et Virginie Delassus du côté des départements qui vont pouvoir témoigner un petit peu de leur expérience avec nous. Et je réalise que je ne me suis pas moi-même présentée, pardon. Donc, je suis Charlotte Vanberg, directrice des programmes chez Break Poverty. Alors, pour démarrer, on va vous présenter un petit peu comment va se structurer ce webinaire. On aura une première partie dédiée vraiment au mentorat en tant que tel, c'est-à-dire à la définition, de quoi on parle finalement, quel impact ça a sur les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, et puis aussi quelles sont un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur le sujet et les questions que vous pouvez vous poser. On entrera ensuite dans le cœur du sujet avec vraiment la mise en pratique pour voir en fait tout simplement comment s'y prendre pour lancer du mentorat et mettre en œuvre le décret qui est passé il y a très peu de temps. Et puis bien sûr, on aura un temps de questions-réponses, notamment pour pouvoir poser vos questions sur le décret. Nous avons avec nous la DGCS qui sera bien sûr en appui pour pouvoir vous répondre. Je précise qu'il s'agit là d'un premier webinaire d'une série de 4. Alors on a déjà donné ce premier webinaire il y a quelques semaines, donc là c'est un peu la deuxième édition, mais il y a 3 autres webinaires qui sont prévus, on vous redonnera les dates à la fin, et qui permettront d'approfondir des points clés de cette mise en œuvre, de faire des focus sur certaines étapes, certains processus. Aujourd'hui c'est plutôt un premier aperçu général de toute la démarche pour pouvoir bien entrer dans le sujet. Eh bien, allons-y. Alors, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui et quel rôle joue Break Poverty sur ce sujet? On vous propose un petit historique, en fait, pour commencer sur cette question du mentorat des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Alors, le plan Un jeune, un mentor, qui a été lancé en 2021, a initié un grand développement massif, vraiment, du mentorat sur tout type de public. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mené, avec le collectif Mentorat et avec certaines associations de mentorat, un programme de recherche-action focalisé sur le mentorat auprès des jeunes de l'aide sociale à l'enfance.
Alors, vous le savez évidemment, hein, c'est un public particulièrement fragile et très exposé au risque de pauvreté. 70% des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance sortent sans diplôme et 25% des abris sont passés par l'aide sociale à l'enfance à un moment dans leur vie. Donc voilà, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. D'où le projet le programme de recherche-action qu'on a mené en 2021, 2022, 2023 avec le collectif Mentorat et qui comportait 2 volets principaux: accompagner les associations de mentorat à aller vers les jeunes de l'aide sociale à l'enfance via la création d'outils et aussi via le déploiement tout simplement de mentorat auprès de ces jeunes. Et ce qui nous a permis, deuxième volet, de réaliser une étude d'impact sur les 800 mentorats qui ont été déployés par les 6 grandes associations avec lesquelles on a travaillé à ce moment-là, afin de pouvoir démontrer l'impact positif du mentorat sur les jeunes. Et là, je vais vous citer juste un chiffre, mais on rentrera dans le détail tout à l'heure. 80% des jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui ont été mentorés indiquaient avoir repris confiance en eux dans l'ensemble et avoir sentir des effets avérés sur leur scolarité. Donc, ce sont vraiment des chiffres très, très importants et qui montrent à quel point il est essentiel de se mobiliser aujourd'hui pour développer ce mentorat auprès des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Et c'est pendant ce programme de recherche-action qu'a été promulguée la loi du 7 février 2022, la loi dite Taquet, qui rend obligatoire la proposition systématique de mentorat à chaque enfant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à partir de 11 ans. Et donc, c'est dans ce cadre-là on se retrouve aujourd'hui, puisque nous avons désormais une mission auprès de vous, au département, grâce au soutien de la DGCS et de la Banque des Territoires, pour accompagner la mise en œuvre de ce décret, avec 3 volets dans cette mission. D'abord, tout simplement vous aider, vous tous, département au niveau national, à prendre connaissance de sujets, à vous acculturer à ce sujet. Et donc, c'est l'objet de cette série de webinaires que nous réalisons tous ensemble. C'est aussi vous outiller, et ça passe notamment par un accompagnement renforcé de 8 départements qu'on accompagne de manière plus individualisée et à partir desquels on construit toute une banque d'outils qui vont être mis à disposition de vous tous au niveau national. Et puis, c'est aussi formaliser une feuille de route pour pouvoir piloter le sujet mentorat ASE à plus long terme. Et donc, nous travaillons sur toute cette mission en lien avec le collectif Mentorat qui est avec nous aujourd'hui et grâce à la DGCS et la Banque des Territoires qui soutiennent le déploiement de tout ce travail. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur le contexte, on va dire. Je pense que c'est important de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et donc, je vais laisser la parole au collectif Mentorat pour vous parler du mentorat. Oui. Merci Charlotte. Alors le mentorat, qu'est-ce qu'on entend par mentorat? C'est peut-être aussi important de pouvoir bien avoir en tête ce que l'on met derrière. C'est une relation de confiance qui s'établit entre un jeune de moins de 30 ans et un mentor. Une relation de confiance interpersonnelle, c'est-à-dire que le mentor, comme le jeune, vont apprendre de cette relation sur l'autre et puis de manière plus générale sur les enjeux de chacun et ressortir grandi de cette relation. C'est une relation qui est bénévole, c'est-à-dire que le mentor, bien évidemment, le fait de manière bénévole, donc non rémunérée, et les deux sont volontaires. Ça, c'est très important aussi dans la relation de mentorat, puisque pour qu'elle fonctionne, il faut que le jeune comme le mentor soient volontaires pour s'engager dans cette relation-là. Ça, c'est des critères vraiment de forme, mais qui sont indispensables à toute relation et à tout fonctionnement d'une relation de mentorat, une relation qui s'inscrit aussi dans la durée. On le précise parce que c'est peut-être moins évident, mais une relation de mentorat qui fonctionne, c'est une relation qui s'inscrit dans la durée. Et par durée, on entend à minima, en général, 6 mois. Ça peut durer bien plus longtemps, bien évidemment. Hein. Il n'y a pas de maximum, mais elle dure au minimum 6 mois pour qu'elle soit efficace. Alors, sur quoi porte cet accompagnement? Ça peut être en fonction de l'âge et du profil du jeune. Ça peut être un accompagnement sur l'orientation scolaire, sur l'insertion professionnelle, gagner confiance en soi. Comment est-ce qu'on arrive à gagner confiance en soi à tout âge de la vie aussi, hein, pour justement arriver à se projeter dans son avenir. Comment est-ce qu'on arrive à ouvrir des portes à un jeune qui avait l'impression d'avoir des portes fermées devant lui sur son avenir. Donc le mentor vient apporter son expérience, son regard, son réseau, ça peut être aussi plus concrètement, pour aider le jeune à s'ouvrir des possibilités qu'il n'avait peut-être pas imaginées jusqu'à présent. Dans le cadre du décret, effectivement, le mentorat est obligatoire. En tout cas, les jeunes, à partir de 11 ans, doivent se voir proposer du mentorat, des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, bien évidemment. Des jeunes encore plus jeunes peuvent en bénéficier, même s'il y a moins le côté obligatoire. On a mis un petit volet parrainage, puisque les dispositifs sont assez similaires dans leur mise en place et dans leur déploiement. Les besoins sont différents. On ne répond pas aux mêmes besoins
dans le parrainage qu'avec le mentorat, mais les procédures sont assez similaires. Voilà, donc vous avez un petit encart, je ne m'étalerai pas plus là-dessus. Voilà pour la définition, et je vais passer la parole à Nicolas pour la prochaine partie. Merci Alexis. Ça nous semble important également avec Break Poverty Foundation de pointer auprès de vous l'impact favorable du mentorat sur les jeunes, et en particulier sur les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, puisque c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Alors, il va de soi que beaucoup de nos organisations membres ont produit des études d'impact pour montrer l'impact positif du mentorat sur les jeunes, mais ici, on a les résultats d'une étude qui a été lancée par Break Poverty Foundation sur à peu près 200 jeunes de l'ASE mentorés par des associations membres du collectif mentorat. C'est une étude d'impact dans la mesure où il y avait ce groupe de jeunes accompagnés par des mentors, mais aussi un groupe témoin qui lui-même n'était pas mentoré. Et donc, les résultats sont issus de la comparaison entre ces deux groupes. Et cette étude permet de montrer que les jeunes qui sont accompagnés par un mentor voient dans le mentorat un impact favorable dans 4 types de dimensions, 4 types de registres. D'abord, dans leur rapport à l'école, les jeunes accompagnés par un mentor sont plus engagés scolairement. Leurs résultats sont meilleurs que les jeunes qui sont eux-mêmes non accompagnés par un mentor. Et un petit chiffre pour illustrer, 82% des jeunes osent davantage interroger le professeur quand ils ne comprennent pas un cours. Deuxième type de registre, celui des jeunes vis-à-vis de leur environnement, de leur sociabilité. Les jeunes mentorés se sentent moins seuls que les jeunes non mentorés. Leur capital social se renforce. Pour illustrer, un tiers des jeunes non mentorés déclarent se sentir seuls, contre un quart seulement pour les jeunes mentorés. Troisième type de registre, les jeunes qui ont été interrogés l'ont été aussi sur leur niveau d'ambition, et donc derrière, en termes de confiance en soi. Le niveau d'ambition des jeunes accompagnés semble se renforcer. 17% seulement des jeunes non mentorés se projettent dans un poste de direction, et ce chiffre monte à 30% pour les jeunes mentorés. Le dernier registre concernant l'impact du mentorat se situait quant à la vie quotidienne des jeunes accompagnés. Et en l'occurrence, ces jeunes, ou en tout cas certains d'entre eux, opèrent des changements constructifs dans leur vie quotidienne, puisque 40% des jeunes accompagnés depuis plus de 6 mois déclarent que leur mentor leur a permis d'arrêter des choses qui les tiraient vers le bas. Et je crois que c'est en l'occurrence le tabac, la relation à l'alcool qui sont assez fréquemment mentionnés. Voilà, donc c'est une étude qui a été produite par un bureau d'études spécialiste avec une approche sociologique, et qui a donc porté Break Poverty jusqu'à janvier dernier. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Alexis. Écoutez, pour la suite, je vous propose qu'on fasse un petit zoom sur quelques idées reçues sur le mentorat de l'aide sociale à l'enfance. Car nous, dans le cadre de notre accompagnement et des différentes interactions qu'on a pu avoir avec les départements, les associations et les acteurs de l'ASE ces dernières années, on a pu voir quelques schémas qui se répétaient, notamment en termes de questions. Donc, première idée reçue sur le mentorat de l'ASE, c'est souvent le jeune a déjà un éducateur dédié avec lui, le mentor va faire doublon, ça sert à rien. Et en fait, il faut voir ça plutôt comme une complémentarité qui se met en place. Le rôle du mentor, il vient complément du rôle de l'éducateur. Il permet une écoute supplémentaire, un soutien renforcé sur des thématiques comme de l'accompagnement scolaire, de l'insertion pro, de l'orientation académique. Il vient aussi apporter une ouverture sur le monde extérieur. Mais en aucun cas, il vient remplacer le rôle de référent éducatif que peut avoir l'éducateur. Et souvent aussi, ce qu'on peut entendre, c'est le jeune n'a pas besoin de soutien scolaire. Alors, le mentorat, ce n'est pas que du soutien scolaire, voire pas du tout de soutien scolaire. On parle plutôt d'ailleurs d'accompagnement scolaire. Souvent, dans le cadre du mentorat, on va être dans de l'accompagnement méthodologique, par exemple, à la scolarité. Et l'accompagnement scolaire, c'est une dimension parmi d'autres. En fait, l'objectif, c'est surtout que le mentor et le jeune créent des liens en discutant, en faisant des activités ensemble, etc. Une autre idée reçue qu'on entend souvent, c'est ça va demander beaucoup de temps aux professionnels qui accompagnent les jeunes.
En fait, au contraire, il faut aussi voir ça comme une manière de leur faire gagner du temps, ou en tout cas de pouvoir permettre aux jeunes d'accéder à un accompagnement éducatif approfondi auquel l'éducateur n'a pas forcément le temps de se dédier et qui vient soutenir cette approche de l'éducateur. Donc typiquement, ça va être du temps en moins passé sur de l'accompagnement scolaire ou de l'orientation professionnelle pour l'éducateur et qui a un rôle que va pouvoir venir remplir le mentor. Une autre idée reçue qu'on entend souvent, c'est les jeunes ont déjà trop d'adultes dans leur entourage. Alors effectivement, les jeunes sont entourés de professionnels rémunérés pour les accompagner. Mais en fait, le mentor, c'est une personne supplémentaire, mais qui n'est pas rémunérée, qui viendrait compléter, en tout cas enrichir l'entourage du jeune. Il vient enrichir le réseau du jeune et rompre ce sentiment d'être entouré seulement par des professionnels rémunérés. Il vient constituer un point d'ancrage supplémentaire hors du système de l'ASE pour le jeune. C'est vraiment l'idée d'élargir son réseau. Mais effectivement, les mentors ne sont pas des professionnels de l'aide sociale à l'enfance. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Alors, c'est vrai, les mentors ne sont pas des professionnels de l'ASE, mais ils sont formés pour être mentors, donc par l'association par laquelle ils se mobilisent. Et ensuite, ils sont suivis par l'association de mentorat en question pour s'assurer que le lien se passe bien. Et enfin, dernière idée reçue, c'est il ne faut pas exclure la famille. Effectivement, il ne faut pas voir le mentorat comme une démarche qui a vocation à se substituer au lien familial. C'est vraiment une démarche qui vient se positionner comme une ouverture vers l'extérieur et qui va d'ailleurs requérir l'adhésion de la famille via une autorisation parentale. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, notamment à mettre des questions dans le chat. On tâchera d'y répondre. On a une session de questions-réponses à la fin où on pourra toutes les verbaliser et répondre à l'oral. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure. Donc voilà pour cette section sur qu'est-ce que le mentorat et quelles sont les idées reçues autour du mentorat de l'aide sociale à l'enfance. Alors, il y en a encore d'autres, on ne les a pas toutes présentées ici, mais on pourra y revenir. Et donc, pour la suite, on vous propose de faire un petit zoom sur, en pratique, comment ça se passe de mettre en place du mentorat et quelles sont les étapes clés. Donc, nous, avec Break Poverty et le collectif Mentorat, cette année, on a pu travailler sur une feuille de route autour de 6 thématiques clés qui viennent synthétiser pour un département, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place pour arriver à pouvoir opérer du mentorat de l'aide sociale à l'enfance de manière simple et efficace. Et on a formalisé une feuille de route autour de 6 dimensions clés qu'on va vous présenter rapidement ici. Donc, la première dimension, c'est tout ce qui est relatif au cadrage de la démarche. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Dans un premier temps, ça va être définir des priorités et caractériser le besoin. Donc, ça veut dire en fait se poser la question, sachant qu'on est en train de lancer du mentorat et qu'en fait, la première année et même les années suivantes, on va commencer par des chiffres qui sont assez modestes, assez humbles, parce que ça prend du temps de mettre en place la première année. Donc, en gros, nous, ce qu'on dit, c'est que si on arrive à mettre en place entre 50 et 100 binômes la première année, en fait, c'est déjà très, très bien. Et donc, il faut se poser la question de quel public on va traiter en priorité et à quels besoins on a envie de répondre. Typiquement, dans les besoins clés qu'on identifie, on pourrait y revenir, mais il y a l'accompagnement scolaire, l'orientation pro, l'orientation académique et le lien socio-affectif. Voilà, il faut se poser ces questions-là pour les jeunes et en fonction aussi de la typologie du public ASE sur un territoire. Ensuite, on va aussi identifier un porteur et définir une gouvernance. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut quand même un minimum de capacité de pilotage au sein du département pour pouvoir à la fois piloter les associations, échanger avec elles, faire les conventions, mais aussi relancer opérationnellement tous les processus qui pourraient être bloqués. C'est important d'avoir au moins une personne qui est identifiée au sein du département pour ce sujet. Et ensuite, on invite les départements à définir un calendrier cible et à cadrer le financement du projet parce qu'effectivement, il y a du financement sous-jacent qui est en lien avec le mentorat. Et on pourra y revenir. Ensuite, il y a toute une phase de mobilisation des associations. Donc, il y a un premier temps qui est une démarche qui commence déjà par, on pourra en reparler, mais entrer en contact avec le collectif Mentorat, avec Break Poverty, qui sauront vous orienter vers des associations qui sont pertinentes pour votre territoire. Il y a du coup toute une phase dite de rencontre avec les associations mobilisables et d'échange avec elles, voire de lancement d'appel à projet si le territoire s'y prête. Une fois que ces associations sont identifiées, il y a une réflexion à avoir autour de comment on articule le périmètre de ces associations et comment on s'assure qu'elles fonctionnent bien ensemble et que nous, on les fait bien fonctionner ensemble. Et ensuite, il y a une phase de conventionnement avec là où les associations retenues. Et ensuite, alors concomitamment, on commence aussi une phase de mobilisation des acteurs de l'aide sociale à l'enfance, qui est quand même un des chantiers principaux du lancement du mentorat, il faut l'avoir en tête.
en fait, ça prend du temps de mobiliser les acteurs de l'ASE autour du mentorat. Il faut qu'ils puissent en entendre parler un petit peu, puis à nouveau, jusqu'à ce qu'ils y pensent et qu'ils identifient des jeunes qui suivent et qui vont pouvoir orienter vers du mentorat. Et une fois qu'on définit cette stratégie, on décide si on fait plutôt de l'approche centralisée, plutôt opérationnelle sur le terrain, plutôt en visio, plutôt en présentiel. On décide de décliner cette stratégie et donc de vraiment lancer cette communication à grande échelle. Il y a une réflexion à avoir aussi autour de la mobilisation auprès des jeunes. Donc, comment on communique sur l'offre de mentorat auprès des jeunes. Et donc, dans ce cadre-là, on est en train de développer un certain nombre d'outils qu'on peut pouvoir mettre à la disposition des départements pour aller communiquer sur le mentorat. Et un certain nombre de processus aussi. Et ensuite, on lance les mentorats. Donc, c'est tout ce qui est relatif ici à la mise en place des processus clés, comment on décide d'identifier les jeunes, comment on remonte les profils, comment on recueille le B2, comment on lance les premiers mentorats. Et on va pouvoir y revenir dans un instant. Et ensuite, une fois que tout ça est en place, on met en place un outil et une gouvernance de pilotage avec les associations et les acteurs de l'aide sociale à l'enfance. Donc ça, c'est toutes les étapes qui sont nécessaires pour lancer du mentorat. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'une fois qu'on passe à l'échelle, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire de manière supplémentaire. Donc, notamment, on va pouvoir améliorer les processus à la marge selon les retours des acteurs et des associations, parce qu'il faut avoir en tête que c'est pas figé et que, en fait, on est libre de faire évoluer les choses. Et si pertinent, on peut développer des projets spécifiques plus complexes. Par exemple, on travaille dans le Nord en ce moment à la mise en place d'une antenne de mentorat en milieu rural, qui est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque souvent les antennes de mentorat sont quand même plutôt en milieu urbain, près des métropoles. De la même manière, en termes de suivi et pilotage, quand on passe à l'échelle, c'est là qu'on va pouvoir mettre en place un suivi de la qualité, une évaluation d'impact. Donc ça, c'est la feuille de route globale pour lancer du mentorat. Nous, aujourd'hui, on voudrait zoomer sur 2 sujets en particulier qui sont des sujets sur lesquels on a souvent des questions et sur lesquels on pourra revenir aussi dans nos prochains webinaires. Donc, le premier, c'est le 2.1, c'est comment on fait pour identifier et rencontrer des associations mobilisables. Et le deuxième, c'est c'est quoi les processus clés à mettre en place et en fait, c'est quoi les processus tout court et les parties prenantes à impliquer quand on est en train de lancer du mentorat. Donc, on vous propose de commencer par le premier, sur les associations. Donc, sachez qu'ici, on fait un passage plutôt rapide sur les différentes caractéristiques des associations de mentorat. Mais il y aura un autre webinaire dédié le 14 mai prochain sur vraiment comment organiser le lien avec les associations. Donc, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que les assos de mentorat elles sont caractérisées par plusieurs dimensions et à choisir de manière combinée pour celles qui conviennent. Pour choisir celles qui conviennent. Donc, la première dimension, c'est ce dont je vous parlais, c'est le principal objectif poursuivi ou le besoin traité par l'association. En fait, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'associations qui sont actives dans le champ du mentorat, mais elles couvrent toutes des besoins différents, ou alors plusieurs besoins selon l'âge du jeune. Donc, il y a le lien socio-affectif, l'accompagnement scolaire, l'orientation académique et l'insertion professionnelle, qui sont les besoins principaux qu'on identifie. Et souvent, les associations ne couvrent pas un seul besoin, elles en couvrent plusieurs, mais elles ont un point d'entrée principal qui va être leur approche principale. Il y a une deuxième thématique assez importante, enfin une deuxième dimension assez importante à considérer quand on choisit ces associations, c'est l'intensité du mentorat. Donc, ce qu'on dit, on différencie un peu l'intensité du cadre d'accompagnement du niveau de personnalisation de l'accompagnement. C'est-à-dire que selon les associations, on va avoir des mentorats plus ou moins longs. Des fois, ça va être 6 mois, des fois, ça va être 1 an. On va avoir des associations qui font plutôt du mentorat en présentiel, d'autres qui font plutôt du mentorat en distanciel. On va avoir des durées de formation qui peuvent être plus ou moins longues selon les associations, des niveaux de supervision des mentors aussi et de suivi et de coaching qui peuvent être plus ou moins longs, plus ou moins intenses. La fréquence de suivi, typiquement, en fait, le rôle de l'association de mentorat, ça va être quand même de mettre en relation les jeunes et les mentors et du coup de suivre les binômes. Et selon les associations, ça va être plus ou moins intense, plus ou moins fréquent. Ça, c'était la deuxième dimension. La troisième, ça va être le type de profil couvert, le type de profil de jeunes couvert. Donc ça, souvent, ça va être distingué déjà premièrement par l'âge des jeunes. Donc, certaines associations vont être plutôt sur les 14-21 et d'autres vont être plutôt sur les 11-16. Le statut administratif, le type de placement ou d'autres spécificités, par exemple certaines associations qui adressent spécifiquement les publics de jeunes en situation de handicap. On a aussi, parmi les éléments distinctifs des associations, ce qui peut être propre au parcours proposé aux jeunes et aux spécificités de l'association. Donc, en fait,
au-delà de tout ça, il y a certaines associations qui vont du coup caractériser leurs différences par des profils qui vont être différenciés, par exemple des profils de mentors qui viennent uniquement du monde professionnel, des profils de mentors qui sont principalement des retraités ou qui sont principalement des étudiants. Et on va avoir un certain nombre d'activités collectives complémentaires qui vont venir compléter cet accompagnement et caractériser, vraiment donner sa couleur à l'accompagnement de l'association. Et enfin, la dernière dimension qui caractérise les associations, ça va être le coût d'un binôme, parce qu'effectivement, le mentorat a un coût. Et il faut compter en général de 350 à 1 500 € par jeune en moyenne, en fonction de l'intensité de l'accompagnement. Effectivement, l'intensité et le coût d'un binôme sont quand même souvent assez corrélés, parce que plus on va avoir d'intensité, plus ça veut dire qu'on a 2 TP derrière qui vont aller suivre, relancer, se rendre disponibles pour faire le suivi du mentorat. Et ça, on pourra en rediscuter de la même manière. Donc aujourd'hui, on ne va pas s'attarder en détail sur la description des différentes associations. On pourrait y revenir le 14 mai lors de notre prochain webinaire. Mais voilà, pour info, sachez qu'il y a 9 associations nationales qui sont identifiées pour mener du mentorat de l'aide sociale à l'enfance. Et nous, on vous a mis en annexe de cette présentation qu'on pourra vous partager ultérieurement des éléments descriptifs un peu complémentaires. Mais n'hésitez pas à nous poser vos questions ou à les faire remonter pour le prochain webinaire. Et alors, si on continue et qu'on zoome plutôt sur la partie processus, une question qu'on a souvent, c'est comment ça marche en fait le mentorat, par qui ça doit passer, qui a quel rôle dans la boucle, quelle charge de travail ça nous demande. Ici, ce qu'on a essayé de faire, c'est vous représenter de manière très détaillée les différentes étapes de mise en place du mentorat pour que vous voyez à peu près toutes les étapes auxquelles il faudra penser, mais sachez qu'il y en a plein qui peuvent être parallélisées et en fait, dans les faits, quand ça se passe bien, tout commence à dérouler et puis chaque partie prenante devient vraiment acteur de la démarche. Sachez qu'on a mis aussi en bleu clair les étapes du décret, qui sont en lien avec le décret sur lequel on pourra revenir après. Donc, tout commence par le conseil départemental. Donc, souvent, c'est au niveau de la direction enfance-famille. Il y a un ou une chargée de projet mentorat qui est identifiée et qui va prendre le sujet. Donc, le conseil départemental va conventionner et financer les associations de mentorat. Et dans le même temps, il va aussi commencer à informer sur le mentorat et sur les associations tous les acteurs de l'aide sociale à l'enfance. Donc, parmi les acteurs, là, on a fait une liste un peu exhaustive, mais voilà, ça, c'est à discuter selon les territoires. Mais dedans, il va y avoir les inspecteurs, les chefs de service ASE, les référents enfance, les structures, et parmi les structures, du coup, les éducateurs et les assistants familiaux. Et donc, souvent, il n'y a pas de règle absolue, mais souvent, ce qui se passe, c'est que le département mène une démarche de communication auprès de ces acteurs de l'ASE, et souvent, il est soutenu par les associations de mentorat qui viennent présenter ou qui viennent illustrer ou apporter des témoignages ou répondre aux questions de ces différents acteurs aux présentations. Ensuite, ceux ou ces acteurs vont porter le projet auprès du jeune et auprès de sa famille, après évaluation de sa situation dans le cadre du PPE. Et les jeunes confirment leur intérêt et manifestent leur adhésion. Et une fois que ça s'est fait, on remonte le profil de jeunes. Alors là, il y a 2 options, soit directement à l'association de mentorat. Et par exemple, ça peut être le référent enfance qui remplit une fiche d'inscription et qui l'envoie à l'association de mentorat, soit le référent enfance ou l'éducateur, le référent éducatif remplit une fiche d'inscription et la remonte au conseil départemental qui, lui, du coup, check les profils et les redispatch entre les associations de mentorat. Donc ça, pareil, c'est à discuter. Il n'y a pas de dogme là-dessus, mais sachez que nous, on en rediscutera dans le webinaire 4, il me semble. Mais sachez que plus il y a de pilotage, plus ça demande de disponibilité de la part du département. À la suite de ça, ou en même temps, on va recueillir l'autorisation parentale de lancement du mentorat auprès des parents et ou de l'inspecteur. Et ensuite, les associations de mentorat vont, elles, entrer en contact avec les jeunes, valider les profils de jeunes, identifier leurs objectifs de mentorat, confirmer leur motivation. Elles vont aussi identifier et former des mentors et elles vont vérifier le B2 et le FIGES des mentors. Donc, souvent, c'est les associations, ça pareil, on pourrait y revenir ultérieurement, mais souvent, ce qui se passe, c'est que les associations recueillent les informations d'identité des mentors, les transmettent au conseil départemental qui, lui, va vérifier le B2 et le FIGES et certifie l'honorabilité auprès des associations. Et à la suite de ça, on a une mise en contact qui est réalisée, un lancement et un suivi du mentorat, en même temps que la signature de la convention individuelle qui est précisée dans le décret. Donc voilà pour toutes les étapes qui permettent de lancer du mentorat. Donc
il y en a plusieurs qui demandent de se pencher un peu dessus, de voir exactement comment on a envie de procéder, quels sont les livrables sur lesquels on a besoin de s'appuyer. Sachez que nous, chez nous, Break Poverty, on travaille sur ces sujets-là, donc on teste un peu ces modes de fonctionnement avec plusieurs départements, on les affine aussi et on développe justement les outils qui vont venir appuyer chacune des étapes de ce processus pour vous permettre de développer du mentorat sur vos territoires. Encore une fois, je vous invite à poster vos questions dans le chat si vous en avez. N'hésitez pas, on pourrait y revenir juste après. Et alors, peut-être pour continuer, une démarche qu'on a pu mener jusqu'à maintenant sur le mentorat, c'est une analyse du décret mentorat qu'on a pu mener conjointement avec les DGCS. Donc, on a pu faire une FAQ sur le sujet qu'on voudrait vous présenter rapidement aujourd'hui. N'hésitez pas à la compléter avec vos questions aussi. On ne pourra pas forcément y répondre en séance, mais en tout cas, on pourra les faire remonter, s'accorder sur une réponse et puis vous les retransmettre dans un second temps. Donc, sur les quelques dispositions clés du décret sur lesquelles on a déjà eu pas mal de questions, la première, c'était sur est-ce que l'évaluation de la situation du jeune pour la mise en place du mentorat doit se faire dans un cadre particulier? La réponse est que le projet de mentorat doit s'inscrire dans le PPE ou le projet d'accès à l'autonomie ou dans le cadre du rapport de situation de tout enfant accueilli. Mais à noter que voilà, on vise un encadrement du lancement du mentorat par le PPE, mais que celui-ci ne doit pas constituer non plus un frein au lancement du mentorat, parce que typiquement, une des difficultés principales dans lesquelles vous allez vous retrouver, c'est des délais qui peuvent être assez longs pour lancer le mentorat les premières fois, parce qu'il faut aller chercher telle autorisation, de telle personne, il faut relancer tel acteur, et l'idée, c'est pas non plus d'alourdir le processus outre mesure. Alors, deuxième sujet sur lequel on a eu pas mal de questions, c'était est-ce que l'avis du mineur le recueil de l'avis du mineur doit se faire dans un formalisme spécifique? Alors, la réponse est non, il n'y a pas de formalisme spécifique, mais l'accord du jeune pour lancer du mentorat doit bien être recueilli en amont de la signature de la convention, et donc la convention qui était en numéro 9, juste avant, si vous vous souvenez, qui vient formaliser la mise en œuvre du projet. Troisième question. Donc, ce qui est écrit dans le décret, c'est que l'action de mentorat peut être coordonnée par une association conventionnée par le conseil départemental ou, à défaut, par le service ou l'établissement qui prend en charge l'enfant. Et la question qu'on s'est posée, qu'on nous a posée aussi, c'est à quelles conditions le mentorat peut-il être opéré par le service ou par l'établissement lui-même? Et la réponse est qu'il n'y a pas de conditions particulières, mais que le mentorat mis en œuvre par le conseil départemental lui-même doit surtout respecter le cadre de mise en œuvre du mentorat qui est décrit dans le décret. Donc, recueil de l'avis et de l'adhésion du mineur, recueil de l'accord de ses représentants, signature de la convention individuelle, etc. Et du coup, en lien avec ça, une question qu'on a pu avoir aussi à plusieurs reprises, c'est en fait aujourd'hui, d'après le décret, quand on est un département, on doit conventionner avec une association de mentorat et habiliter les associations de parrainage. Est-ce que quand on choisit comme partenaire une association qui fait du parrainage et du mentorat, est-ce qu'il faut habiliter et conventionner avec l'association? La réponse est oui. Il faut conventionner avec l'association au titre du mentorat et l'habiliter au titre du parrainage. Alors, cinquième point sur lequel on a pu avoir des questions, c'est sur cette convention individuelle qu'il faut signer pour démarrer le mentorat. Est-ce que le PPE peut faire office de convention individuelle? Eh bien, la réponse est non. Le PPE et la convention individuelle sont bien deux documents distincts avec deux finalités différentes. Et donc, pareil, chez Break Poverty, on a pu travailler sur un exemple de convention individuelle qu'on peut vous partager et sur lequel vous pourrez vous appuyer. Et enfin, une question qu'on a eue aussi, c'est qui représente le service de l'aide sociale à l'enfance dans les signataires de cette convention individuelle? Bien, effectivement, cette convention doit être signée par le service de l'aide sociale à l'enfance, qui peut être représenté par le référent PPE ou par le référent éducatif du jeune. Voilà pour les questions relatives au décret. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je peux peut-être vous laisser intervenir à ce sujet, s'il y en a, ou alors les décrire dans le chat. Et je vous propose que, écoutez, pour la suite de cet échange, on puisse basculer sur un temps de questions-réponses et de témoignages de la part de 2 départements partenaires qui sont présents aujourd'hui. Je vais peut-être commencer par donner la main à Natacha et Virginie pour parler un peu des démarches de mentorat qui sont en place sur leur territoire. Puis peut-être qu'on peut passer aux questions-réponses ensuite.
Est-ce que Natacha est avec nous? Madame Rosa, je vous vois. Oui, je suis là. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la démarche de mentorat qui s'est mise en place dans les Alpes-Maritimes depuis 2 ans et qu'est-ce qui aujourd'hui marche bien et quelles sont vos ambitions de développement pour la suite? Alors déjà, remercier Break Power Team parce que je mesure au fur et à mesure de votre présentation le travail qui a été accompli et le chemin qui a été fait avec vous et avec le collectif Mentorat. Et c'est une aide qui nous a beaucoup soutenus et qui continue à nous soutenir puisqu'on continue à faire partie des départements que vous aidez. Nous, on a fait partie de l'expérimentation. Tout ce que vous avez résumé dans le document, là, me semble extrêmement clair et très, très aidant pour tout département qui souhaite se lancer dans le mentorat, y compris les questions-réponses liées au décret. Peut-être juste sur le dernier slide du décret, préciser si le référent éducatif auquel vous pensez, ça peut être le référent du lieu de vie, puisque effectivement, il y a le référent de l'enfant au niveau de l'aide sociale à l'enfance, référent PPE, et puis le référent au sein du lieu de vie. Nous, on a commencé le mentorat dans le cadre d'une expérimentation avec certaines structures pour des enfants confiés. Et aujourd'hui, dans notre département, on a décidé d'ouvrir le mentorat à tout jeune accompagné ou confié à l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire confié dans des structures ou chez des assistantes familiales ou accompagné dans le cadre de services habilités, AED, AEMO, placement éducatif à domicile, etc. On a environ 270 jeunes qui ont été mentorés depuis le début et on a pour l'année en cours 70 jeunes mentorés avec un objectif à 130. Quand je vous entendais parler tout à l'heure de 50 à 100 la première année, waouh, ça me paraît très, très chouette et très ambitieux. Il faut savoir quand même que c'est beaucoup de travail. Alors moi, je ne suis pas chargée de mission mentorat ou parrainage, hein. Je suis chargée de mission à la protection de l'enfance des Alpes-Maritimes et je m'occupe entre autres de ce sujet, mais surtout pas que. Donc voilà, vous avez raison d'insister sur le fait que pour organiser, structurer, animer, développer et permettre un déploiement dynamique du dispositif mentorat à la hauteur des enjeux, il faut du temps, il faut de l'énergie et il faut travailler tous ensemble. Voilà, si j'ai... Exactement, effectivement, il faut du temps et il faut de la disponibilité. Ouais, merci beaucoup, Natacha, en tout cas, pour votre témoignage. Est-ce que Virginie, tu veux intervenir, dire un mot sur la démarche en place dans le Nord et notamment sur toute la mobilisation des acteurs et la mobilisation des associations là-dedans? Oui, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, moi, je suis arrivée le 1er février, donc il y a maintenant, ça va bientôt faire 3 mois. Et je rejoins la collègue juste avant en disant qu'on a énormément de chance d'être accompagné par Nadège et par Marion, parce que c'est une aide précieuse. Ça, c'est vraiment déjà très important à dire. Alors, moi, quand je suis arrivée, c'était le dispositif avait démarré, on va dire. Quand on regarde la feuille de route, c'est vrai que le cadrage de la démarche, la mobilisation des assos, on était sur 3 associations et il y avait déjà pas mal de jeunes qui étaient mentorés, donc des jeunes confiés. Là où je me suis rendu compte que ça pêchait, c'était au niveau de la mobilisation des acteurs de l'ASE. Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte, alors moi venant en plus de l'aide sociale à l'enfance sur un poste précédent, en étant responsable de service de l'aide sociale à l'enfance, je me rendais bien compte qu'il y a encore beaucoup de professionnels qui ne connaissaient pas le mentorat, qui ne connaissaient même pas le décret. Ils en avaient entendu un peu parler avec la loi Taquet du mentorat, et qui aussi avaient tendance à confondre le mentorat et le parrainage. Donc, on a décidé avec Nadège et Marion de mobiliser les assos de mentorat pour pouvoir aller faire des présentations régulières donc aux professionnels de l'aide sociale à l'enfance. Donc, on a commencé. Alors, chez nous, on n'appelle pas ça les inspecteurs, mais les responsables territoriaux ASE, les RTAS, dans le Nord. Donc, les RTAS étaient
avaient été informés. Donc, on a pris la décision d'aller informer les responsables, les responsables ASE, les chefs de service ASE, pour que ça puisse ensuite descendre dans les équipes, parce que je pense que c'est le principal. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et c'est vrai que depuis cette présentation, pourtant, cette journée-là, c'est vrai qu'il y avait peu de responsables ASE, mais pour autant, je suis régulièrement interpellée par les collègues ASE pour aller présenter dans leur réunion de service, faire une présentation du mentorat avec les assos auprès des référents ASE. Donc ça, c'est top. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial, parce qu'il faut toucher en fait les acteurs sur le terrain, sinon ça ne sert à rien pour moi. Alors, il faut déjà convaincre les responsables, les managers, pour ensuite aller vers les acteurs de terrain. On a ensuite fait, comment dire, on a fait une réunion avec les chefs de service des structures et les directeurs, donc tous les managers des grosses assos. Alors chez nous, on a Tandeville, Aspren, le PDSAE, la FEJ et d'autres. Alors là, ça a bien fonctionné et on a eu déjà quelques retours aussi pour aller présenter donc sur les structures aux éducateurs. Voilà. Donc on est sûr, c'est vrai que depuis 2 mois et demi, on est vraiment sûr de l'animation, de la présentation, on est sur le terrain parce que je pense que c'est ce qu'il faut, c'est être sur le terrain le plus possible. Alors, comme le disait la collègue précédente, c'est vrai que nous, dans le Nord, on a de la chance, hein. Et j'ai de la chance, c'est de n'avoir que, je suis chargée de mission développement du mentorat. Donc, je peux vraiment miser sur mon temps plein, hein. Donc ça, c'est génial. Je peux aller partout. Et j'oublie aussi, c'est les estampes familiales. Alors là, c'est hyper important. Donc là, on n'y est pas encore allé. On attend le feu vert, mais ça ne devrait plus tarder parce que je pense que les estampes familiales, c'est pareil. Si elles n'entendent pas, si elles ne nous voient pas, on n'aura pas de demande ou très peu. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nous, en tout cas, c'est ce qu'il faut, c'est qu'on avance sur l'animation et la présentation, sur le terrain. Absolument. Merci beaucoup Virginie et on est ravis d'être à vos côtés sur l'accompagnement de cette démarche et de pouvoir être avec vous sur toute cette dynamique et toute cette énergie. Écoutez, je vous propose de passer un peu à la session questions-réponses. N'hésitez pas à prendre la main directement, enfin, en tout cas à prendre la parole directement ou à inscrire vos questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions, Charlotte. Oui, alors on a une première question sur l'autorité parentale. Les titulaires de l'autorité parentale ne signent pas. Une question de Céline Labattu. Alors, nous avons la GSIS qui a déjà répondu, mais peut-être qu'on peut remontrer le processus pour Absolument. détailler ce petit point. Absolument. Alors, dans le processus qu'on avait vu, c'est que dans le numéro 5 qui est tout à gauche, en fait, c'est à ce moment-là que se fait le recueil de l'autorisation parentale. Donc, c'est un document spécifique qui s'appelle l'autorisation parentale. Et donc, dans la plupart des processus qui se passent dans la plupart des départements, c'est que c'est l'acteur de l'aide sociale à l'enfance, donc souvent le référent enfance ou le référent en établissement, qui va chercher la signature de l'autorisation parentale ou du responsable légal. Et ensuite, qui la transmet au département et qui en garde une copie. Voilà comment ça se passait. Normalement, il n'y a qu'une signature. Je vois qu'il y a Laure Nélias qui lève la main. Oui, Laure. Oui, c'était juste pour préciser que par rapport à la convention individuelle, parce qu'il y a le recueil de l'autorité parentale qui est écrit et qui effectivement doit être obtenu préalablement en fait à la mise en place donc de l'action de mentorat, et il y a la question de la convention individuelle et celle-ci effectivement la disposition du Code de l'action sociale et des familles ne prévoit pas qu'elle doit être signée également par les représentants de l'autorité parentale. Donc on a cette autorisation en amont et la convention individuelle n'est signée que par le mineur ou le jeune aimant et le jeune majeur. Absolument. Très clair, merci. Une deuxième question, pouvez-vous préciser le coût de 350 à 1 500 € par jeune de Ahmed Touati? Oui, absolument. Alors, c'est une bonne question.
Écoutez, on peut déjà vous partager en avant-première un chiffre qu'on a pu recueillir des analyses de coûts des associations. Aujourd'hui, effectivement, il y a souvent des questions autour de en fait, pourquoi est-ce que ça coûte de l'argent du mentorat, notamment quand on sait que les mentors sont bénévoles. Parce que ce qu'on vous disait tout à l'heure, en fait, le travail des associations, c'est quand même beaucoup de suivre les binômes, de lancer les binômes, d'identifier les jeunes, de faire le suivi régulièrement, de traiter les situations compliquées, de clôturer les binômes, etc. Et aujourd'hui, c'est ce qui amène les associations à avoir une structure de coûts avec environ 70% de leurs coûts qui sont dédiés à du RH. Donc dans RH, c'est RH au sens large, hein. Il peut y avoir, mais c'est beaucoup de chargés de mentorat qui ont donc ces missions-là que je viens de décrire. Et après, il y a tout le RH qui va être les responsables territoriaux, les cadres, les managers, mais aussi ça peut être les activités de communication. Parce qu'en fait, les associations, pour se rendre visibles et pour trouver, identifier des mentors, elles ont besoin de mener des actions de communication. Donc finalement, il y a besoin de budget pour les associations. Et ensuite, il y a une trentaine de pourcents de leur structure de coûts qui sont plutôt liés à des achats externes. Et donc là, il peut y avoir dedans, par exemple, tout le logiciel de CRM qui va permettre de suivre les profils de jeunes. Il va y avoir tous les outils numériques qui peuvent être utilisés en interne par la structure. Il peut y avoir toutes les organisations d'événements ou de sorties extérieures. Il peut y avoir le recours à des prestataires externes pour de la communication, etc. Donc voilà, ça fonctionne comme des associations, des petites structures, quoi, ou plus grosses d'ailleurs par moment, qui ont un certain nombre de frais et qui, pour suivre efficacement ces binômes de jeunes, ont besoin d'avoir une cotisation par binôme. À noter aujourd'hui que, en général, par association de mentorat, on a souvent des chargés de mentorat qui sont avec un salaire chargé quelque part entre 50 et 70 000 euros et qui suivent entre 30 et 150 binômes, quoi. Donc voilà, ça demande une certaine charge de travail et c'est de là que viennent les coûts. Et donc la variabilité dans les coûts, pour le coup, va venir de ce que j'expliquais tout à l'heure. Plus le niveau d'intensité du suivi va être élevé, c'est-à-dire si une association vient s'implanter en présentiel, vient rencontrer en présentiel tous les établissements du territoire, et bien forcément, il va y avoir une charge supplémentaire qui va être liée à ça, versus une association qui va avoir un pilotage centralisé depuis une autre ville ou qui va faire uniquement du distanciel et qui du coup a moins besoin de se rendre disponible. Je ne sais pas si ça répond à votre question sur les coûts. En tout cas, sachez que c'est un point qu'on pourra, pareil, sur lequel on pourra revenir de manière un peu plus spécifique lors du prochain webinaire. Ahmed demandait si c'était un coût annuel ou mensuel, et donc je précisais qu'il s'agit bien d'un coût annuel pour l'association. Absolument. C'est un coût annuel pour l'association, c'est ça. N'hésitez pas, hein, si vous voulez prendre la parole pour poser des questions. On a déjà donné ce premier webinaire il y a quelques semaines, comme je disais au début. Et dans les questions qui étaient remontées, il y avait notamment des questions sur le mentor. Quelles sont les conditions pour être un mentor puisque voilà, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance sont des jeunes souvent très fragiles. Et donc, ça peut être un point d'inquiétude assez fort, notamment pour les éducateurs et les assistants familiaux qui les encadrent. Absolument. Écoutez, c'est une très bonne question. Les conditions pour être mentor, en tout cas les profils de mentor dépendent des associations. À noter que le décret a fixé la condition, je ne me souviens plus le numéro de l'article, mais rappelle qu'on est obligé de collecter le B2 et le FIGES pour chacun des mentors pour montrer en tout cas pour certifier de leur honorabilité. Le FIGES étant le fichier d'infraction sexuelle. Et le B2 étant un niveau de casier judiciaire un peu supérieur, en tout cas plus détaillé que celui du B3 auquel peut avoir accès le grand public. Donc ça déjà, c'est la condition de base. Et après, selon les associations, il va y avoir plus ou moins d'entretiens individuels, plus ou moins d'heures de formation qui vont permettre aux mentors de devenir mentor. Il y a certaines associations, on va avoir 3 entretiens individuels ou qui vont être à la fois des présentations des présentations de l'association et en même temps un peu une validation du profil. Et il y a d'autres associations où pour le coup ça va être plus accessible parce que ça va être juste une petite formation en visio d'une trentaine de minutes.
Et Voilà. toujours sur le mentor, souvent vous vous demandez est-ce qu'il est acteur du PPE aussi et est-ce qu'il est donc convié aux instances professionnelles? Alors, le mentor n'est pas acteur du PPE. Le mentor, il vient vraiment, en tout cas, sa seule présence administrative, elle va être justement dans ce petit numéro 9 qui est en bas à droite, qui est la signature de la convention individuelle. Et encore, la signature du mentor est facultative sur cette convention individuelle. Et non, il n'est pas impliqué dans le PPE. Il peut l'être de manière ad hoc s'il y a une bonne relation qui a été établie avec lui et si on estime que son regard peut être intéressant sur certains éléments, mais il a vraiment un rôle complémentaire et additionnel, quoi, fonctionnel. Il ne vient pas s'asseoir autour de la table pour le PPE. Mais dans la plupart des cas, ce qui peut se passer, qui est assez intéressant en fait, c'est que la prise de contact entre le mentor et le jeune se fait aussi avec le soutien de l'éducateur. Et donc, l'éducateur reste un peu dans la boucle et en fait, les situations, enfin les cas de mentorat qui sont les plus prolifiques et qui tiennent le plus longtemps dans la durée, c'est souvent des cas où on va avoir un débrief, un point mensuel avec le mentor, par exemple, entre le mentor et l'éducateur. Quand le mentor se rend dans l'établissement pour rencontrer son jeune, bon, là, tac, il va pouvoir échanger pendant 10-15 minutes avec l'éducateur pour faire le point sur les dernières séances, ce qui s'est passé, quels sont les axes d'amélioration, etc. Et ça permet aussi de lever les situations de blocage potentiels, de partager des informations s'il y en a qui ont été partagées, etc. Donc, c'est sûr que plus le mentor est impliqué et plus on va avoir un mentorat qui va être positif. Et une question également souvent sur la durée d'intervention du mentor dans le parcours du jeune. Écoutez, ça c'est selon les associations. On va avoir des associations où la durée minimum va être fixée autour de 6 mois à peu près. Pour d'autres associations, on va être plutôt autour de 1 an. Donc le temps d'une année scolaire souvent. Et à noter que souvent, donc en termes de fréquence, selon les associations, ça va être entre 1 et 4 fois par mois, plus ou moins 1 fois toutes les 4 semaines ou 1 fois par semaine, 1 à 2 heures, donc soit en visio, soit en présentiel. Et après, pareil, selon les associations, ça peut être le mentor qui vient dans le lieu d'accueil du jeune, ou alors le mentor qui est seulement distanciel avec le jeune et l'association qui a fourni un ordinateur et une connexion, ou alors le mentor et le jeune qui se rencontrent dans un lieu tiers qui va être une antenne de mentorat. Souvent, il peut aussi y avoir un maintien des liens après la clôture du mentorat parce que le mentor et le jeune ont une bonne relation et continuent de se voir. Est-ce que vous avez d'autres questions? On en a une dernière qui revient souvent, hein. Donc je vais la rajouter, mais je préfère vous laisser l'espace pour poser vos questions si vous le souhaitez, soit par écrit, soit par oral. Alors, quelque chose qui revient souvent pour vous, conseils départementaux, c'est de savoir comment prendre contact finalement avec les associations, surtout quand vous n'avez pas sur votre territoire d'associations nationales présentes. Et ça va nous permettre de faire une excellente transition webinaire, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, absolument. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de territoires où il n'y a pas d'associations de mentorat qui sont présentes telles quelles. Donc, déjà, ce qu'on vous invite à faire dans ces cas-là, c'est prendre contact avec le collectif mentorat et avec Break Poverty pour pouvoir faire un point ensemble sur base. Donc, on a accès à une cartographie et des données d'implantation des associations. On a aussi une vision des associations de leur déploiement actuel et à venir. On peut venir vous éclairer avec ça. À l'issue de cet échange, on peut aussi vous transmettre du coup les contacts des différentes associations pour que vous preniez contact avec elles, que vous voyez si ça match ou pas, si vous reconnaissez un accompagnement qu'elles proposent ou pas, par exemple. Et pareil, donc effectivement, comme tu le disais, Charlotte, c'est un des éléments qu'on va pouvoir traiter plus spécifiquement dans le cadre de nos prochains webinaires. Et donc, c'est une transition parfaite vers les prochaines étapes. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on vous invite à faire pour la suite, c'est déjà de vous connecter au prochain webinaire. On va vous en parler un peu plus en détail dans une seconde. Pareil, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite aussi à identifier un porteur au sein de votre équipe et de commencer à définir les publics prioritaires cibles. Et en tout cas, quelqu'un qui va pouvoir se rendre disponible pour piloter le sujet.
Et n'hésitez pas à contacter le collectif Mentorat et Break Poverty pour un premier échange. Nous, on est ravis de se rendre disponible, de vous montrer les outils qu'on a pu développer sur le sujet, de voir comment on peut répondre à vos questions, de vous appuyer dans le lancement opérationnel de ces mentorats. Et donc, sur ce qui est relatif au prochain webinaire, aujourd'hui, on a fait le webinaire 0, c'est-à-dire que c'était la présentation générale de la démarche de mentorat, qu'on avait déjà fait le 29 mars dernier. Le 14 mai prochain, on pourra se retrouver pour échanger sur comment organiser le lien avec les associations de mentorat, donc comprendre les différences entre associations, coordonner le travail des associations sur son territoire, animer la gouvernance. Et donc, typiquement, comment identifier des associations lorsqu'il n'y en a pas, est-ce qu'il faut faire de l'identification directe ou de l'appel à projet, etc. On aura un autre webinaire fin mai, donc le 28 mai, sur comment mobiliser les cadres de l'ASE, les professionnels et les jeunes autour du mentorat. Et enfin, on aura un dernier échange autour du 18 juin sur comment piloter le mentorat sur son territoire, donc en termes de processus, de suivi de la qualité, d'évaluation d'impact, qu'est-ce qui est à mettre en place. Voilà pour nos prochains rendez-vous. Donc, on va vous partager juste après cet échange, si ce n'est pas déjà fait, le questionnaire d'inscription et le questionnaire de satisfaction sur le webinaire. N'hésitez pas à y répondre. C'est très important pour nous aider à nous améliorer pour les prochains échanges. N'hésitez pas aussi à renseigner les questions et les sujets que vous souhaiteriez voir traités. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser toutes les questions auxquelles vous souhaiteriez avoir des réponses. Nous, on est toujours ravis et disponibles pour y répondre. Voilà, merci à tous. Et on vous dit donc à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, au Merci revoir. beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.